El Chapo est une légende vivante, à tel point qu'Hollywood, dans les mois qui précèdent son arrestation, rêve de faire un film sur sa vie de chef de cartel. C'est Sean Penn qui va décrocher la timbale. L'acteur parvient à rencontrer le Chapo en novembre 2015 et publie dans Rolling Stones la toute première interview de Guzman, l'homme poursuivi par toutes les polices mexicaines et américaines. Tout comme Oussama Ben Laden était l'incarnation du terrorisme islamique, le Chapo Guzman est l'incarnation du narcotrafic dans le monde. Alors comment un homme recherché à ce point peut-il donner des interviews? Le pouvoir de son cartel serait-il plus fort que l'État lui-même? Pour comprendre, il faut pénétrer au cœur de son organisation de Sinaloa. Joaquín Guzmán Loera est en quelque sorte le PDG d'une multinationale du crime appelée Cartel de Sinaloa. Une multinationale présente dans plus de 52 pays. Spécialisé dans le trafic de drogue, le cartel engendre des bénéfices faramineux. Son pouvoir est si immense qu'il a un jour déposé dans une banque des États-Unis la somme de 378 milliards de dollars. Mais plus que la drogue et l'argent, le mythe du Chapo vient de sa capacité à s'évader. En 2001, il s'échappe de la prison de Puente Grande, le début d'une cavale de 13 ans qui en fait l'ennemi public numéro 1. Capturé en 2014, il remet le couvert 17 mois plus tard, d'une manière plutôt spectaculaire, par un tunnel ultra sophistiqué de plus d'1 kilomètre de long, débouchant sur sa cellule. El líder del cartel de Sinaloa escapó la noche del sábado de la prisión de máxima seguridad El Altiplano. Celui qu'on surnomme le roi des tunnels a tracé sur une moto fixée sur des rails et tuné façon évasion. C'est le seul narcotrafiquant qui peut se vanter de s'être échappé 2 fois d'une prison de haute sécurité. Ennemi public pour les uns, Robin des Bois pour les autres, dans son pays, le Chapo est un mythe. Des centaines de chansons à sa gloire, appelées narco-corridos, pullulent sur le net, contribuant à cette image de bienfaiteur. Joaquín Guzmán, ¿por qué? Porque él es el que ayuda al pueblo, el gobierno se debe de encargar a secuestradores, no a gente que nos ayuda. Mais derrière l'image bon enfant, se cache un redoutable prédateur qui tue ou fait tuer par milliers ceux qui se mettent en travers de sa route. Un chef de guerre redouté par tous les cartels. Il se faisait la guerre pour savoir qui était le plus dur. Si le cartel des États se laissait 10 têtes coupées quelque part, Sinaloa en laissait 10 le lendemain. Alors quel est le secret de longévité de Joaquín Guzmán? Pourquoi El Chapo, qui a défié la mort depuis plus de 40 ans, est-il encore vivant? Nous allons vous montrer comment celui qu'on surnomme le Courteau, le Petit, a construit le plus grand empire mondial de la drogue. Une histoire écrite en lettres de sang, où la cocaïne et la corruption règnent en maître, et où la vie d'un homme ne vaut guère plus qu'une quinzaine de dollars. Dans la partie nord du Mexique, plus précisément dans les États de Sinaloa, Durango et Chihuahua, existe une zone de montagne très haute, très profonde, inaccessible. Et c'est dans cette région qu'opère le cartel de Sinaloa. C'est dans cette sierra, une des régions les plus pauvres et reculées du Mexique, que naît en 1954 Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, dit El Chapo, un surnom qui remonte à son enfance. Sa mère m'a dit que, quand il était enfant, un de ses oncles l'appelait toujours le Petit, à cause de sa petite taille. Et à force de l'appeler comme ça, le surnom lui est resté. Il grandit entouré de 6 frères et sœurs dans une famille d'agriculteurs. Enfin, pas n'importe quel type d'agriculteur. C'est du pavot et de la marijuana que cultive Papa Guzmán, avec l'aide de ses fistons. Dès son enfance, il s'est mis à aider son père au champ. Toute sa famille cultivait le pavot.
Ses parents, ses oncles aussi. C'était donc dans l'ordre des choses qu'ils s'y mettent, comme n'importe quel gamin du coin d'ailleurs. Les opiacés, c'est la spécialité locale, ce qui a valu à la région le surnom de Triangle d'Or, un état de fait qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, Mexico est devenu le principal fournisseur de morphine pour les Quand la guerre s'est terminée, ils n'ont pas pu stopper cette production, notamment parce que de nombreux Américains étaient devenus accros à l'héroïne. Les paysans du coin se sont mis à produire de grandes quantités de drogue pour le gouvernement américain, et c'est devenu un véritable mode de vie. Sinaloa, c'est la Sicile mexicaine. Ce passé de terroir de la chenouf a fait émerger après-guerre une génération de cadors du trafic qui ont poussé à l'ombre des pieds de pavot. Sinaloa est une pépinière de chefs de cartel. C'est l'aristocratie du trafic à Mexico. Les plus grands narcotrafiquants du pays viennent de Sinaloa, et plus particulièrement d'une commune du nom de Badiraguato. Quand on grandit dans la Sierra, deux choix s'offrent à vous. Continuer à cultiver la drogue pour quelques poignées de pesos, ou tenter de la dealer en montant à la capitale, Culiacán, pour devenir un narco. Avec les risques que ça comporte, mais aussi les perspectives glorieuses de montagnes de dollars et de jolies filles. Un choix vite fait pour le Chapo, d'autant que son père a des liens de parenté avec un gros bonnet du trafic. Un entre-gens qui va permettre au courtaud de s'extirper de ses montagnes natales, à la force du flingue. Il vient de ce milieu rural, mais il va vite grimper les échelons du cartel. En tant que tueur à gages d'abord, puis comme responsable de certaines zones de trafic, et jusqu'à devenir un des sous-lieutenants de l'organisation. Durant les années 80, le trafic de drogue mexicain est contrôlé par un homme, Félix Gallardo, dit El Padrino, le parrain, un ex-flic passé du côté obscur de la force. C'est pour son compte que le Chapo travaille. En plus de gérer le commerce de l'héros et de la marijuana, Gallardo est l'homme de confiance des cartels colombiens. À cette époque, un certain Pablo Escobar déverse des tonnes de cocaïne sur les États-Unis, en grande partie via les Caraïbes, un couloir qui commence pourtant à être dans le radar des stupes américains. US police recently uncovered one of the largest cocaine hauls ever in Miami. Ce qui oblige Escobar à s'en remettre de plus en plus à Gallardo pour faire passer sa marchandise. Les Colombiens payaient les Mexicains en liquide. Au bout d'un moment, les Mexicains se sont rendus compte qu'ils pouvaient adopter une stratégie plus intelligente et leur ont dit « Ok, non seulement vous allez nous payer avec du cash, mais aussi avec de la drogue. » Être payé en drogue représente un énorme avantage. L'organisation du Padrino deal désormais elle-même de la coke aux États-Unis et décuple ses bénéfices. Peu à peu, aidés par les persécutions contre Escobar qui s'intensifient fin 80, les Mexicains passent du rang d'intermédiaire à celui d'organisateur du trafic de coke. Leur pouvoir explose. El Chapo, dont Gallardo apprécie le talent logistique et le sang-froid pour éliminer traîtres et incapables, prend du galon et gère les convois entre la Colombie et le Mexique. En 1987, inquiété dans l'affaire du meurtre de Kiki Camarena, un agent de la DEA qui avait infiltré son cartel, Gallardo décide de diviser son empire. Entre des lieutenants, tous originaires, comme lui, de Sinaloa. Cette histoire, c'est celle d'un grand baron de la drogue qui assigne à ses principaux lieutenants, à ses hommes de confiance, différentes zones de trafic. Durant cette réunion organisée par Gallardo et à laquelle tous ses lieutenants participaient, les Zambada, les Esparragosa, les Guzman, les Arellano, ils se sont divisé le pays, comme s'ils étaient des dieux. Qu'elle soit mythique ou non, la réunion fut l'acte de naissance des cartels mexicains. Au frère Arellano Félix, Dieu le Père Gallardo donna la plaza de Tijuana. À la famille Carrillo Fuentes, celle de Juarez. À Miguel Caro Quintero, Sonora. Et à Ismael Zambada et Joaquín Guzmán, Sinaloa, la maison mère. Dans les années qui suivent, le Chapo et ses associés écoulent des centaines de tonnes de drogue vers les États-Unis. Ils font preuve d'une inventivité sans limite,
planquant leur cam dans tout ce qu'il est possible d'imaginer. Conserves de piment, carcasses de requins, primeurs en tout genre, mais aussi des produits un peu moins frais. Il leur arrivait aussi de cacher leurs marchandises dans des cadavres. La police est tombée là-dessus dans des morgues de Tijuana. Des corps qui devaient passer la frontière après avoir été bourrés de drogue. Mais c'est pourtant par un autre moyen que le Chapo va définitivement imprimer sa marque à la folle histoire de la contrebande. On le surnomme le seigneur des tunnels parce que c'est lui qui a le plus perfectionné cette technique pour passer de la drogue vers les États-Unis. C'est lui qui a donné aux tunnels des caractéristiques technologiques avancées, comme l'air conditionné ou l'utilisation du GPS pour être plus précis dans le tracé. Le Chapo a fait passer les narcotunnels du 19e au 22e siècle. Roi des tunnels et homme de l'ombre jusqu'au début des années 90, le Chapo va brusquement apparaître en pleine lumière, de manière spectaculaire. « 24 mai 1993, le cardinal Ocampo est tué lors d'une terrible fusillade à l'aéroport de Guadalajara. Un événement qui va faire passer Guzmán de personnage de second rang du narcotrafic à celui d'ennemi public numéro 1. L'assassinat du cardinal Ocampo provoque un choc immense dans le pays. Ils avaient assassiné un cardinal, une figure vraiment importante de l'Église. Ça ne s'était jamais vu au Mexique. Depuis des mois, la tension monte entre le cartel de Tijuana et le Chapo. Ce dernier veut mettre la main sur le couloir de trafic des frères Arellano Félix, qui ne l'entendent pas vraiment de cette oreille. Ce jour de mai 1993, c'est Guzmán qui devait mourir à Guadalajara. Les tueurs des frères Félix mitraillent une voiture qu'ils pensent être celle du Chapo. Mais c'est le cardinal qui prend 14 balles dans le corps. Tragique méprise, complot ourdi pour se débarrasser d'Ocampo, les avis divergent encore. Mais quoi qu'il en soit, le Chapo est tenu pour responsable. Sa tête est mise à prix, la chasse à l'homme commence. Attraper le Chapo est devenu un impératif politique pour le gouvernement, pour que justice soit faite au plus vite pour la mort du cardinal. C'est ce qui explique le désir impérieux du gouvernement de s'emparer de lui. Le 9 juin 1993, après 2 semaines de cavale, le Chapo est capturé au Guatemala, puis incarcéré au Mexique. Son visage apparaît pour la première fois à la télévision. Difficile d'imaginer, en voyant ce jeune homme à l'air inoffensif, qu'il sera, une quinzaine d'années plus tard, considéré comme le criminel le plus puissant du monde. En voulant lui faire porter le chapeau, le gouvernement ne se doute pas qu'il lui a rendu le plus grand service de sa vie. En novembre 1995, Guzmán est transféré à la prison de haute sécurité de Puente Grande. Enfin, haute sécurité à la mexicaine, le genre d'endroit où les chefs narcos gèrent souvent encore mieux leur business que s'ils étaient dehors. Quand le gouvernement capture ce genre de narcotrafiquants, il les incarcère, mais il ne leur confisque absolument rien, pas le moindre dollar. Ils sont en prison, ok, mais c'est comme s'ils étaient dehors, car on ne s'en prend pas à leur pouvoir financier. Ils peuvent continuer à gérer leurs affaires depuis la prison, et en plus de ça, ils ont tout l'argent nécessaire pour corrompre les autorités locales, pour payer des tueurs à gages, pour acheter des armes, des véhicules blindés, des avions, bref, pour continuer à gagner toujours plus d'argent. Cet argent, le Chapo le met à profit en installant un système de corruption généralisé. Des gardiens à certains chefs de la prison et jusqu'aux balayeurs, tout le monde croque du dollar narco. Guzmán fait de la prison sa base exécutive. Le trafic roule, d'autant mieux que le Chapo n'est pas l'unique chef de Sinaloa, un cartel à l'organisation horizontale, regroupant différentes familles criminelles. Il s'agit de différents clans qui se sont regroupés sous la même marque. Le cartel de Sinaloa est constitué de plusieurs groupes, de plusieurs familles, parmi lesquels on retrouve les Casares, les Zambada, les Esparragosa et aussi les Guzmán. Chacune de ces organisations, de ces familles, a sa propre armée, ses propres moyens, ses propres routes. Mais cela fait des décennies qu'ils travaillent ensemble. Et c'est pour cela qu'on les appelle le cartel de Sinaloa. Au cours de l'année 99, le cartel parvient même à placer certains de ses hommes à la direction. La prison devient l'hôtel Chapo.
Il organisait des fêtes à l'intérieur de la prison, il faisait venir des groupes de musique, et puis il distribuait aussi pas mal d'argent à droite à gauche. Il avait la vie vraiment facile, une vie de luxe même. Facile et incluso de lujos. Avec petits plats préparés par des chefs, alcool, prostituées. Et c'est bien sûr en corrompant tout le monde qu'il pouvait jouir de tout ça. Quand je suis allé l'interroger, en mars 2000, l'audition devait se tenir à 10 h du matin. Mais elle a commencé à 11 h du soir. Quand j'ai demandé au Chapo pourquoi on commençait si tard, avec plus de 13 heures de retard, il m'a répondu ainsi. Écoute, aujourd'hui c'était le jour de ma visite conjugale. Après, j'ai pris un petit bain de vapeur pour me relaxer. Puis ensuite, je me suis fait une petite sieste pour être en pleine forme et pouvoir te recevoir comme tu le mérites. Ça te paraît clair? Bien sûr que c'était clair. Pour moi, ce qui était parfaitement limpide, c'est que c'était lui qui dirigeait la prison et pas le directeur. Dans ces conditions, l'évasion du Chapo était une formalité. La question serait plutôt de savoir pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Certains disent qu'il craignait pour sa vie et se sentait protégé en prison, que c'est la peur d'être finalement extradé vers les États-Unis qui l'a poussé à partir. Quoi qu'il en soit, le 19 janvier 2001, Guzmán joue la fille de l'air. Del penal de Puente Grande, el Chapo se les peló, de acuerdo con los custodios, que el Chapo Guzmán compró. La primera fuga. Il existe deux versions de la première évasion de Joaquim Guzmán. La première, l'officielle, soutient qu'il s'est échappé dans un chariot de linge sale caché à l'intérieur. La seconde version, enfin celle qui est considérée comme la vérité par les gens qui ont enquêté sur cette affaire, c'est qu'il est sorti par la porte. Que ce sont les autorités elles-mêmes qui ont ouvert toute grande la porte à Guzmán. Suite à l'évasion, le gouvernement de Vicente Fox devient la risée mondiale et la prison de Puente à s'échapper d'une prison de haute sécurité lui a conféré un statut quasi légendaire. Son image médiatique lui a clairement rendu service. C'est en grande partie son statut mythique qui l'a aidé à grimper dans la hiérarchie du narcotrafic. Son escapade confère à Guzmán une aura énorme auprès de ses collègues narcos. C'est auréolé de ce statut nouveau qu'il se remet aux affaires. D'autant que, comme le suggère son évasion facilitée, il semble soutenu au plus haut niveau par le pouvoir politique. Cette évasion lui a offert une très grande visibilité, mais elle a aussi permis de se rendre compte à quel point les cartels de la drogue avaient infiltré tous les organes de l'État jusqu'aux partis politiques eux-mêmes. La production et le trafic de drogue ne peuvent pas s'effectuer sans l'autorisation, ou tout au moins la permissivité, du gouvernement. C'est impossible autrement. Depuis des années déjà, pouvoir politique et narco marchent main dans la main au Mexique. Une tradition portée à son summum par le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa possède une dimension politique très importante. Il pactise contrairement aux autres organisations criminelles. Il passe des accords, il dialogue, il négocie avec les autorités. Il y a de nombreuses preuves de cela. C'est ainsi qu'ils agissent depuis près d'un siècle. Les trafiquants de Sinaloa sont comme ça. Il s'agit de pactes tacites. Du genre, tu finances ma campagne électorale et en échange, je te laisse tranquille. Je protège ton organisation. En prison, le Chapo aurait donc pactisé avec le gouvernement. Une supposition que la suite de son histoire rendait plus crédible. Début 2000, faire des millions ne lui suffit plus. Il veut être El Padrino, un parrain omnipotent qui contrôle tout, à l'image de Gallardo, son mentor. Dans les années qui suivent sa sortie de prison, il engage une guerre terrible pour s'emparer des couloirs de trafic des cartels de Tijuana et de Juarez.
Les grandes villes frontalières, particulièrement Tijuana et Juarez, ont toujours été les pièces maîtresses du trafic. Parce que vu toutes les marchandises qui y transitent, c'est bien plus facile d'y faire passer la drogue. Durant 3 ans, ils ont incendié Tijuana. Le nombre de meurtres, de kidnappings, d'extorsions a explosé. Côté Tijuana, les résultats ne se font pas attendre. Les assassinats se succèdent, mais aussi les arrestations. Plus de 2000 en l'espace de quelques mois. Des arsenaux d'armes et des montagnes de drogue sont saisis. Le tout fièrement exhibé pour montrer que le gouvernement fait son travail, alors que pendant ce temps, l'organisation du Chapo est à peine inquiétée. Un sacré coup de pouce. Tijuana et Juarez étaient les cartels dominants durant les années 90. Mais le pouvoir des Arellano Félix a commencé à diminuer à partir de 2003, à cause de la capture de Benjamín Arellano Félix et la mort de son frère Ramón. Dès 2002, Sinaloa contrôle une grande partie de la place de Tijuana. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, le cartel de Sinaloa a réussi à s'approprier la région. Et c'est eux qui la contrôlent encore aujourd'hui. Côté Juarez, les choses vont prendre plus de temps. Dans les années 90, Amado Carrillo Fuentes en a fait un cartel surpuissant. On le surnomme alors le Seigneur des Cieux, rapport à la flotte de Boeing 727 dont il se sert pour transporter la coke. Il disparaît en 97. Son frère Vicente, qui prend sa place, n'est pas tout à fait à la hauteur. Guzmán le fait abattre en 2004. Le début d'une guerre infernale qui va faire de Juarez la ville la plus dangereuse au monde. Le point culminant de cette violence va cependant être atteint lorsque le sanguinaire cartel des Zetas va vouloir mettre la main sur le trafic du Chapo, allant jusqu'à le défier sur ces terres du Sinaloa. Pas vraiment une bonne idée. Le cartel des Zetas est une organisation criminelle qui a surgi au début des années 2000. À l'origine, il s'agissait de militaires ayant déserté un groupe d'élite de l'armée mexicaine. Ils avaient été recrutés par le cartel du Golfe pour en être le bras armé. Et en 2002, suite à la capture du chef du cartel du Golfe, les Zetas sont devenus un cartel à part entière, opérant de manière indépendante. Avec les Zetas, le niveau de violence atteint un degré jamais vu. Leur technique de guerre, inspirée de celle des Caibiles, une unité d'élite guatémaltèque célèbre pour ses massacres de populations civiles, ont pour but d'inspirer la terreur. Une stratégie de la peur qui leur permet de conquérir en quelques années un vaste territoire. Le cartel des Zetas utilise des méthodes de violence allant jusqu'à la décapitation et même au démembrement de ses victimes. Les Zetas sont un groupe intégralement violent. Ils ne semblent pas avoir de stratégie particulière, si ce n'est d'arriver quelque part, de s'approprier le lieu par la violence, avant de continuer à avancer pour faire la même chose ailleurs. C'est à cause de ce genre de méthode qu'on trouve tellement de fosses clandestines dans ce pays. Ils ont réussi à contrôler des zones du golfe du Mexique. Puis, à force d'avancer, ils ont commencé à disputer certaines régions contrôlées par le cartel de Sinaloa. Pour leur faire face, le Chapo forme un groupe paramilitaire calqué sur leur organisation et appliquant les mêmes méthodes, Los Negros. La guerre est d'une brutalité inouïe et enflamme le pays. C'était une guerre d'une violence extrême. Un jour, on a publié un article qui disait que l'enjeu de la guerre était de savoir qui était le plus dur, le plus inflexible des deux. Si le cartel des Zetas laissait 10 têtes coupées quelque part, le cartel de Sinaloa en laissait 10 le lendemain en représailles. Si des corps démembrés étaient découverts un jour, on en découvrait d'autres dans la foulée. L'affrontement Zetas-Sinaloa s'envenime encore suite au retournement d'alliance des Beltrán Leiva, une famille narco de Sinaloa qui, après avoir lutté contre les Zetas, finissent par se ranger de leur côté, suite à ce qu'ils considèrent comme une trahison de Guzmán. Une histoire dont les conséquences vont atteindre le Chapo en plein cœur. Un des fils du Chapo, Ivan Archibaldo, était en prison. Et du jour au lendemain, il a été remis en liberté. C'est de là qu'est né le problème entre le Chapo et les Beltrán Leiva, parce qu'ils l'ont accusé d'avoir échangé la liberté de son fils contre des informations permettant la capture du plus jeune des frères Leiva, Alfredo, dit le Mochomo. Le Mochomo,
était un élément clé du cartel. Mais le Chapo le suspectait de parlementer avec les Zetas, ce qui expliquerait qu'il les balançait. Les frères Leiva ne tardent pas à réagir et assassinent un des fils du Chapo, Edgar, sur le parking d'un centre commercial de Culiacán. Mauvais calcul pour le Chapo. En voulant sauver un de ses fils, il en a perdu un autre. S'en prendre à la famille a des conséquences très sérieuses, c'est clair. Une bonne partie de l'escalade de la violence des années 2008-2011 est due à cette guerre civile qui a éclaté à l'intérieur du cartel de Sinaloa. Face à un pays à feu et à sang, le gouvernement de Felipe Calderón réagit en lançant en 2006 sa célèbre guerre contre la drogue. 40 000 militaires sont déployés dans le pays. Sous les grands discours, il semble pourtant que cette guerre soit davantage menée contre les ennemis de Sinaloa, Juárez et Zetas en tête, que l'armée fait tomber comme des mouches, que contre le trafic lui-même. Durant cette prétendue guerre contre la drogue, il semble que les forces gouvernementales étaient principalement concentrées sur le fait de s'attaquer aux autres cartels. Et ça, d'une certaine manière, d'une manière indirecte, ça a bénéficié au cartel de Sinaloa. Une accusation vertement rejetée par le président Calderón tout au long de son mandat. En esa falsa acusación dolosa y no sé con qué intenciones además que se hace el gobierno, cae por su propio peso. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al Pacífico mexicano. Ils s'en sont moins pris au Chapo Guzmán parce que la volonté du gouvernement était qu'il ne subsiste qu'un seul groupe hégémonique avec lequel il serait possible de négocier. Et non pas des dizaines de groupes atomisés avec lesquels il aurait été très difficile d'établir une relation. L'unique cartel qui a survécu à cette guerre contre la drogue, c'est Sinaloa. Tout simplement parce qu'il s'agissait de purs trafiquants, enfin, purs entre guillemets, c'est-à-dire une organisation qui ne se dédiait qu'au seul narcotrafic et qui ne maltraitait pas les gens, qui ne les rackettait pas, ne les séquestrait pas, ne les tuait pas pour les tuer, qui ne tuait pas de femmes, surtout ni d'enfants. Le cartel de Sinaloa avait ce genre de profil. De manière ironique, le cartel de Sinaloa a atteint son point culminant durant cette prétendue guerre contre la drogue. Et c'est sous les deux derniers gouvernements, durant la décennie écoulée, que le cartel est passé du statut d'organisation criminelle locale à une structure à l'envergure internationale. Cette guerre contre la drogue, au bilan humain terrifiant, plus de 100 000 morts à ce jour, est en fait l'émanation mexicaine d'une politique américaine du même nom, lancée par Nixon. Les Américains financent cette lutte contre la drogue et encadrent les soldats mexicains. De nombreux analystes disent même qu'ils la dirigent en sous-main. Mais cautionnent-ils pour autant les faveurs accordées au Chapo ? La guerre entre les cartels, les milliers de morts qu'elle a engendrés a obligé les Américains à établir des priorités. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le Mexique, ce pays si proche de nous? Et entre tous les cartels, ils ont choisi celui de Sinaloa comme étant un cartel avec qui il était possible de cohabiter. L'immense business que représente le narcotrafic a selon moi été depuis toujours administré par les Américains. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce maintien et ce renforcement même de Sinaloa résultent d'une stratégie parfaitement établie du gouvernement américain. Les États-Unis continuent à être le grand marché de la drogue, ils en ont besoin. Vous imaginez, vous, une semaine sans drogue à Chicago ou à New York? Qu'est-ce qui se passerait? C'est ainsi. L'insatiable narine gringo doit bien continuer à être alimentée. Alors autant que ce soit par les plus raisonnables, enfin par les moins psychopathes des narcocartels. Une réelle politique pas vraiment étrangère aux habitudes américaines en la matière. C'est ce que je dis tout le temps. La dernière lettre du sigle DEA signifie administration. Ils administrent la drogue. Ils administrent les cartels, leur façon d'opérer, la quantité de drogue qui passe et surtout les prix bien sûr. Ils l'ont toujours fait. Il est même arrivé que la DEA trafique main dans la main avec les narcos.
La DEA a parfois utilisé ses propres avions pour acheminer de la drogue, et il a même été prouvé qu'elle est allée jusqu'à déposer de l'argent en banque avec les trafiquants. Nicaragua, années 80. Des membres de l'administration Reagan financent secrètement les Contras, un groupe armé luttant contre le gouvernement sandiniste, un peu trop socialiste à leur goût. Pour récupérer de l'argent, les services US vendent en sous-main des armes à l'Iran, officiellement un de leurs pires ennemis. C'est le fameux scandale de l'Irangate. Moins connu, des agents de la CIA pactisent avec Escobar et Gallardo. Vous vous rappelez? Le mentor du Chapo. Le deal, ils ferment les yeux sur le trafic vers Miami, quand ils ne l'organisent pas eux-mêmes, en échange d'une aide financière aux Contras. Pas vraiment difficile d'imaginer à la lueur de ce genre d'infos que le Chapo ait pu avoir des relations avec les services américains. Des documents déclassifiés l'attestent. De nombreuses rencontres entre officiers de la DEA et Sinaloa ont eu lieu durant la guerre contre la drogue. Des deals du genre tuyaux sur les autres cartels contre protection. Et quand ce n'est pas la géopolitique qui parle, il reste le dollar. La corruption du Chapo ne s'arrêtant pas à la frontière. Là où il existe un niveau de corruption aussi important, voire même plus important que chez nous, eh bien c'est aux États-Unis. Tout le monde est de mèche là-bas aussi. Des autorités aux patrouilles frontalières en passant par les maires et les forces policières des principaux centres de consommation. Quelle quantité d'argent sale est blanchi dans le système financier américain? Des milliards et des milliards de dollars. Les banques américaines font partie des principales institutions financières dont se sert le cartel pour blanchir son argent. On pourrait aussi parler du trafic d'armes. 80% des armes qui entrent de manière illicite dans notre pays viennent des États-Unis. Tout ça pour dire que l'économie américaine bénéficie elle aussi très largement des activités du cartel. La fin des années 2000 est la période faste de Guzman, qui s'impose comme l'emblème médiatique du narcotrafic. En juillet 2007, ce grand amateur de femmes, 4 épouses et une dizaine d'enfants au compteur, épouse Emma Coronel, reine de beauté de 35 ans sa cadette. Le mariage, lors duquel il s'adonne à ses 2 passions notoires, le whisky et la danse, a lieu dans un ranch en pleine Sierra et compte parmi ses invités des politiciens de haut rang. Au moment même où Guzman est censé être l'homme le plus recherché du pays. En 2009, le magazine Forbes le place au rang des hommes les plus riches au monde, achevant de le consacrer en pop star de la poudre blanche. La célébrité du Chapo a encore été accrue quand Forbes l'a classé 701e de sa liste des hommes les plus riches au monde. Ça nous a tous rendus fiers ici. Et lui en tout premier, je crois. Quand ils l'ont attrapé, il avait d'ailleurs un pistolet sur lequel était gravé le numéro 701, comme dans la revue. Ce classement a énormément renforcé sa popularité. Ses ennemis ayant été balayés, le pouvoir du cartel de Sinaloa explose. Il contrôle désormais une énorme partie des exportations de coke, d'héros, mais aussi de meth, un business dont s'occupe spécialement Guzman, faisant venir les ingrédients nécessaires à sa confection depuis la Chine. Dans les années 2010, c'est Chicago qui est désormais la plaque tournante du trafic aux États-Unis. Le Chapo arrose depuis les rives du Michigan des centaines de villes américaines. Une mainmise qui contraint les autorités de la ville à le déclarer ennemi public numéro 1, un titre jusque-là détenu par le seul Al Capone. This is the underground UPS that we've seen here. And don't kid ourselves, that's why we have used the label as public enemy #1 in this instance of the havoc that this organization, and he is the head and leader, has wreaked on the streets and to the citizens of Chicago. En 2011, à la mort de Ben Laden, Guzman devient même l'homme le plus recherché au monde par le FBI et Interpol. Un élément qui renforce définitivement son mythe, tout en permettant de réduire le problème du narcotrafic à sa seule figure. Quand le gouvernement américain l'a déclaré ennemi public numéro 1, il est devenu encore un peu plus populaire. Ça a contribué à sa légende et ça a en même temps permis de dévier l'attention, d'empêcher qu'on ne se demande trop qui se cache derrière le cartel de Sinaloa, en plus de Joaquín Guzmán.
Qu'est-ce qui est le plus vendeur? L'idée d'un ennemi public numéro 1 ou celle qu'il y a 1 à 2 millions de citoyens américains qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans le trafic? Construire une histoire de James Bond est bien plus vendeur et pratique que tenter de faire comprendre la complexité du business. Les États-Unis ont présenté de manière simplificatrice le Chapo comme si c'était le mal absolu. Toute proportion gardée, tout comme Oussama Ben Laden était présenté comme l'incarnation du terrorisme islamique, le Chapo Guzmán l'a été comme celle du narcotrafic dans le monde. Deux façons de voir qui, on le sait bien, sont parfaitement manichéennes. Une grande partie du pouvoir du Chapo réside dans l'immense soutien populaire dont il jouit à Sinaloa. Tout comme Jesus Malverde, un bandit mexicain au grand cœur, élevé au rang de saint et révéré par les narcos de Culiacán. L'histoire du Chapo fourmille d'actes de bienfaisance envers le bon peuple de Sinaloa. Alors Robin des Bois et le Chapo, mythe ou réalité? Là où certains cartels font régner la terreur, rackettant, violant et kidnappant, le Chapo s'oppose en protecteur dans cet état qu'il l'a vu grandir. Joaquín Guzmán a fait de nombreuses choses en faveur du peuple, dans la Sierra, mais aussi dans d'autres parties de Sinaloa. Le Chapo et les autres chefs de Sinaloa aidaient les gens ici, organisaient des fêtes, soutenaient financièrement certains jeunes, donnaient des ranchs ou des entreprises à leurs femmes. Si, on peut le dire, ce genre de personnages peuvent être des bienfaiteurs, des sortes de Robin des Bois. Ils ont construit des maisons pour les gens, leur ont donné du travail. Des flottes de taxis entières à Sinaloa doivent leur travail au Chapo. Ça explique qu'il y ait tout ce terreau social qui a alimenté le mythe du Chapo. Des attentions pas forcément désintéressées, puisque le peuple de Sinaloa reste son meilleur réseau de renseignement. Quand les militaires arrivent, les radars s'activent. N'importe quel villageois peut devenir les yeux du Chapo, lancer l'alerte et l'aider ainsi à prendre la fuite. Il sait bien qu'il a besoin d'un soutien populaire, que ça lui sert à se protéger. Les années passent, et plus personne ne songe à imaginer que le Chapo, qui s'est mué en un être mythique dont on viendrait presque à douter de l'existence, sera repris un jour. On en sait peu sur la vie de Guzmán durant ses 13 ans de cavale. Tout juste qu'entre de très nombreux voyages d'affaires à travers le monde, il passe son temps en Sinaloa, dans ses villas de Culiacán ou ses ranchs de la Sierra. Durant cette période, des centaines de personnes jurent l'avoir aperçu à travers le pays, parfois au même moment, à deux endroits différents. Omnipotent, omniscient et doué d'ubiquité le Chapo. Il y a plein de gens, tout un tas, qui assurent qu'ils ont vu le Chapo entrer dans un restaurant et dire « Messieurs, mesdames, nous allons fermer les portes de l'établissement pour un petit moment. Veuillez confier vos téléphones portables à mes hommes, le repas vous est offert. » On m'a raconté la même histoire à Durango, à Chihuahua, en Basse-Californie. Cette histoire, c'est moi qui l'ai relatée. Moi, je suis journaliste, je n'écris pas des romans. Cette anecdote s'est vraiment passée ici, à Culiacán. Je l'ai recoupée, je l'ai rédigée et je l'ai publiée. Si on raconte que ça s'est passé ailleurs, ça, je ne sais pas. Avec le Chapo, c'est comme si les mensonges et la réalité racontée par les médias, par le gouvernement et par l'opinion publique étaient mis dans un shaker et qu'on mélangeait le tout. À la fin, tout se confond et il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux. Mais je pense que toutes ces histoires qui tournent autour de Guzmán alimentent son mythe et l'adoration dont il fait l'objet. La cavale de Guzmán devient source de plaisanteries dans tout le Mexique. Une histoire de gendarmes et de voleurs tragicomiques au déroulement immuable. L'armée tente de nombreux coups de main pour le capturer, mais arrive toujours, c'est ballot, un peu trop tard. Corruption quand il nous tient. Le gouvernement donne l'impression d'agir, mais le Chapo est toujours libre comme l'air. Les choses vont pourtant basculer en 2014,
lorsqu'une intervention frôle les moustaches du Courtauld, qui ne parvient à se carapater qu'in extremis. Par un tunnel secret, bien sûr, reliant sa villa aux égouts. Après inspection, la marine va même découvrir que pas moins de 7 maisons lui appartenant à Culiacán sont connectées entre elles par un réseau de passages souterrains. Le 22 février, quelques jours après ce décanillage à la Jean Valjean, l'impensable se produit. Guzmán est arrêté lors d'une opération de la marine, à Mazatlán. Son identité confirmée par analyse digitale, il est emmené en avion vers Mexico City pour une identification formelle. Une capture mondialement suivie qui donne lieu à diverses interprétations. Pour certains, ce serait son attachement à ses filles qui aurait perdu Guzmán. Il est éperdument épris de ses filles, c'est vraiment son point faible. Quand ils l'ont attrapé à Mazatlán le 22 février 2014, il était avec ses filles et la maman des petites aussi. Ce qu'il éprouve pour ses petites filles, des enfants très jolis, puisque leur mère est une ancienne reine de beauté, l'a poussé à s'exposer, à prendre des risques et à entraîner sa capture. Pour de nombreux autres analystes cependant, l'arrestation, réalisée sans qu'aucun coup de feu n'ait été échangé, flairerait le coup monté, la mascarade médiatique. Le plus logique aurait été qu'il se réfugie dans un lieu plus sûr, quelque part dans le Triangle d'Or. Mais au lieu de ça, il est allé à Mazatlán, sans filet de sécurité, sans que personne ou presque ne soit là pour le protéger. On peut dire que c'est une manière d'agir pour le moins inhabituelle de Joaquín Guzmán. Je pense que sa capture est passée par un accord avec le gouvernement et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Que c'est pour cette raison que sa capture s'est déroulée sans le moindre accrochage. L'arrestation du Chapo serait-elle à nouveau le résultat d'un pacte? Confronté à des critiques trop vives de collusion avec le narcotrafic, particulièrement avec Sinaloa, le gouvernement aurait-il eu besoin de donner un gage? Et dans ce cas, qu'est-ce que Guzmán aurait à y gagner? L'immunité renouvelée pour son organisation et ses proches? Quoi qu'il en soit, dans la prison de haute sécurité de l'Altiplano où il a été transféré, pour le Chapo, c'est business as usual. Même s'il était en prison, c'était toujours le chef. Il continuait à donner des ordres. Ça n'a rien changé, ni pour lui, ni pour l'organisation. Pour moi, c'est juste une pièce de plus dans ce grand show médiatique. Après l'avoir attrapé, ils ne lui ont de nouveau pas confisqué le moindre dollar. Ils n'ont pas saisi ses entreprises, ni inquiété les politiques qui le soutenaient. Son pouvoir patrimonial a même continué à croître. Ils ont entre les mains le plus grand des capos, mais ils ne s'attaquent pas à son réseau financier. Il n'y a eu aucune enquête visant à démanteler la structure patrimoniale du cartel. Dans ces conditions, l'évasion du Chapo, ou sa libération, appelez-la comme vous voulez, n'était qu'une question de mois. Le 11 juillet 2015, 17 mois après son arrestation, la nouvelle tombe, provoquant un ahurissement général. Le Zorro des temps modernes s'est encore fait la malle. Pas par la grande porte cette fois, mais par ce fameux tunnel de plus d'1 kilomètre de long. Partant de la douche de la cellule de Guzmán et s'enfonçant à 10 mètres sous terre, le tunnel qui lui a permis de s'échapper était entièrement ventilé et éclairé. Les tunnels du Chapo sont sans doute les plus sophistiqués au monde. Tout au long de ces 1500 mètres, des rails ont été fixés pour guider la moto jusqu'à une maison construite spécialement pour l'occasion et sous laquelle le tunnel débouche. Une entreprise comparable à un chantier public. Du jamais vu.
Il s'agit d'une logistique extrêmement précise, impliquant la connaissance des procédés mécaniques d'excavation, des techniques de construction de tunnels, mais aussi certainement l'utilisation d'une puce pour géolocaliser la cellule du Chapo et faire un tracé parfaitement droit arrivant pile au bon endroit. Alors pour mener à bien un tel chantier, on estime qu'il a dû être commencé plus ou moins le jour de son incarcération. Une évasion hollywoodienne qui pose une fois encore la question de complicité au plus haut niveau. Sont impliquées toutes les autorités du système pénitentiaire, celles de la Commission nationale de sécurité publique, celles des services secrets aussi, sans oublier que le périmètre de la prison était censé être surveillé par l'armée. Qui pourrait croire qu'il est possible de construire un tunnel d'1,5 km de long sans qu'aucune autorité ne s'en rende compte? C'est encore plus invraisemblable quand on sait qu'il y a une caserne de l'armée à moins de 300 mètres de la maison sur laquelle débouchait le tunnel et par où le Chapo est sorti. Il aurait simplement fallu qu'il construise une cellule au premier étage de la prison pour se prémunir de l'évasion par un tunnel. L'enquête va en rester à la corruption au sein de la prison, mais on ne remontera pas au niveau où les décisions ont été prises. Pour résumer les choses simplement, le gouvernement ne va pas enquêter sur lui-même. Qu'il y ait eu un laisser-faire au plus haut niveau semble certain. Le reste n'est que supposition. Le gouvernement n'a-t-il pas respecté le pacte, si pacte il y a eu, poussant le Chapo à s'évader? L'évasion faisait-elle elle-même partie du pacte? Et aussi, est-il possible que Guzmán ait corrompu l'appareil d'État sans que le président ne soit lui-même dans la confidence? Seul Chapo le sait. Il redevient en tout cas l'homme le plus recherché de la planète. Le début d'une gigantesque traque mobilisant plus de 10 000 hommes. La seconde cavale de Guzmán n'aura duré que 6 mois. Le 8 janvier 2016, il est arrêté suite à un raid dans une maison de Los Mochis. Une intervention filmée en caméra subjective par les militaires et lors de laquelle 6 de ses porte-flingues sont tués. Vous l'aurez deviné, le Chapo est parvenu à fuir par un tunnel menant aux égouts et dont l'accès était planqué derrière le miroir de la chambre, avant d'être finalement repris. Retour à la case prison. Dans la maison dévastée par l'intervention, on retrouve des DVD de la série La Reine du Sud, dans laquelle la célèbre actrice mexicaine Kate del Castillo incarne une chef de cartel. C'est elle qui a servi d'intermédiaire pour la rencontre avec Sean Penn, 3 mois plus tôt, lors de laquelle l'acteur réussit le tour de force d'obtenir l'interview de l'homme que toutes les polices rêvaient de coffrer. En 2012, Kate del Castillo déclarait faire davantage confiance au Chapo qu'au gouvernement. Le début d'une idylle par SMS, avec pour arrière-fond le projet d'un film sur la vie de Guzmán, auquel Sean Penn espérait se greffer. Les sirènes du showbiz n'auront pas réussi à l'homme de la Sierra. Obsédé par la jolie Kate, c'est dans le but de la revoir qu'il se serait rendu à Los Mochis. Le bandit au grand cœur, perdu par une femme fatale, un classique du cinéma hollywoodien. La fin parfaite pour son futur biopic. Mais pendant que le Chapo attire tous les projecteurs, le narcotrafic et le flot d'argent sale et de cadavres qu'il charrie ne semblent pas près de se tarir. Au fond, ça ne change rien. Absolument rien. L'argent sale est toujours là. Les hommes politiques corrompus sont toujours là. La production de drogue continue de plus belle, tout comme le blanchiment. El Chapo, c'est juste un homme parmi d'autres. Il pourrait disparaître demain, ça ne changerait rien pour le cartel. Parce que c'est une structure qui dépasse les simples individus. C'est une organisation qui fait ça depuis des décennies. Et le fait qu'ils détiennent le Chapo ne fera pas chuter le cartel. On l'a déjà bien vu pendant que le Chapo était en prison. Le cartel a continué à grandir. Le Chapo n'est rien de plus qu'une figure emblématique qui distrait l'attention du public. Mais les opérations criminelles de trafic de drogue, de séquestration, d'extorsion, de trafic d'influence, de corruption continuent sans interruption aucune.
Et ce, que le Chapo soit en prison ou en liberté, que le Chapo soit tranquille dans le Triangle d'Or ou bien ailleurs, en train de passer